vous êtes sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans le jury, à mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1. Bonjour. Bienvenue. Et comme chaque dimanche, c'est Marie-Pierre Haddad de RTL.fr qui viendra, Valérie Pécresse, vous poser les questions des internautes. Vous pouvez toujours réagir en direct sur RTL.fr, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Le Grand Jury. Alors, Valérie Pécresse, vous avez un point commun avec Emmanuel Macron. Vous êtes aussi dans le « en même temps ». Vous voulez être libre, c'est le nom du mouvement que vous avez créé, mais en même temps, vous restez attaché à votre famille politique d'origine, les Républicains. Un petit pied dedans, un grand pied dehors, car par petites touches, eh bien, vous affichez régulièrement vos différences avec Laurent Wauquiez, le président en titre des Républicains. Le reconnaissez-vous comme leader de la droite? Êtes-vous désormais une opposante de l'intérieur qui ne dit pas son nom? Nous en parlerons dans cette émission, bien sûr. Mais l'actualité de la semaine, nous allons d'abord la passer en revue. Et la première question, c'est Guillaume Roquette qui vous la pose. Oui, Valérie Pécresse, les Français ont été choqués cette semaine par une vidéo extrêmement violente d'un jeune à Garges-les-Gonesse lynché par une bande qui s'acharne sur lui. C'est pas le seul signe d'une insécurité qui s'accroît. Les agressions contre les agents de la RATP ont augmenté de 24% l'année dernière. Est-ce qu'on a tout essayé contre cette violence ? Bien sûr que non. Moi, je note une montée des violences depuis des mois et j'interpelle le gouvernement depuis un bon moment déjà. J'ai réclamé cet été un sursaut d'autorité. Il y a la question de la sécurité dans l'espace public, il y a la sécurité dans les transports, il y a aussi la sécurité dans les lycées que je gère. J'ai eu depuis le début de l'année 10 intrusions dans les lycées d'Île-de-France avec des armes à feu, avec des couteaux, avec des marteaux. C'est grâce à l'héroïsme d'un agent de la région qu'un jeune lycéen n'a pas été tué dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes. Donc c'est la guerre des bandes, c'est la guerre des gangs. Il y a aujourd'hui dans la République... C'est le constat. Oui, mais c'est un constat, monsieur Jacubizine, mais il faut le poser. Parce que si on ne part pas du constat, on ne préconisera pas les bonnes solutions. Il y a aujourd'hui des territoires interdits dans la République. Il y a aujourd'hui des territoires dans lesquels il y a des checkpoints avec des bandes qui empêchent de rentrer. Des checkpoints, carrément. Des checkpoints, oui, monsieur, donc, il y a des zones qui m'ont été dénoncés par les habitants de ces quartiers. Dans quel département, dans quel quartier, Valérie Pécresse ? Ces quartiers sont connus, ce sont les quartiers les plus criminogènes de la République. Alors aujourd'hui, il faut mettre fin à l'aveuglement coupable du gouvernement. Il faut prôner une tolérance zéro pour les crimes. Et ça suppose de mettre en place toute une série de mesures pour répondre à Christophe Jacubizine. D'abord, les plus importantes que vous préconisez. Violences sont le fait de jeunes de plus en plus jeunes. Et on sait très bien que les caïds utilisent les mineurs pour faire le sale boulot, parce qu'ils sont aujourd'hui mineurs au regard de la loi pénale. Donc moi, je demande que la majorité pénale soit fixée à 16 ans pour les crimes violents. Je demande également que nous ayons désormais une police municipale armée dans toutes les grandes villes. Et ça commence par Paris. La police nationale doit se recentrer sur ses missions principales, la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Quand vous entendez Martine Aubry dire que c'est de la responsabilité de l'État que de gérer la sécurité des Français, vous dites non, c'est pas vrai. Je dis que c'est une responsabilité partagée. Il y a une chaîne de sécurité à mettre en place. D'ailleurs, moi-même, je l'assume. À la région, nous avons mis de la vidéoprotection, nous sommes en train de la déployer partout dans les transports. J'ai financé 700 recrutements de personnel supplémentaires à la SNCF, à la RATP, dans les bus de grande couronne où il n'y avait pas de force de sécurité. Et par ailleurs, aujourd'hui, je me bats pour que dans les lycées, on mette en place des brigades de sécurité mobiles. C'est-à-dire des brigades d'urgence qui interviendront lorsque, dans le lycée Paul-Éluard, 3 intrusions successives ont eu lieu. Et ils franchissent les clôtures, on peut les mettre à 3 mètres, on peut les mettre à 4 mètres. On est en train de déployer la vidéoprotection dans le lycée, ce qui a été très très longtemps un tabou pour la gauche, qui ne voulait pas qu'on mette de caméras dans les lycées. Donc on est en train de briser les tabous, mais il faut aussi la présence humaine. Donc c'est la région qui fera ça. Combien d'effectifs pour ces brigades que vous destinez au lycée? Est-ce qu'elles seront armées ou pas? Non, les agents qui dépendent de la région ne sont pas armés, parce que ce ne sont pas des
police. Ce sont des brigades. S'il y a des bandes qui font intrusion dans un lycée, vous allez envoyer vos agents non armés dedans ? Écoutez, aujourd'hui, dans les lycées, déjà, s'il y avait des brigades, j'allais dire, aguerries, composées d'anciens de la gendarmerie et de la police, et qui pouvaient sécuriser les choses et empêcher les intrusions, je pense que ce serait déjà un grand pas, que les vigiles puissent être armés. En avant. Vous pourriez demander à ce que vos agents soient armés, non ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une chaîne, agents de sûreté non armés, qui sont déjà très dissuasifs. Ensuite, et puis bien formés. Ensuite, il y a les polices municipales qui doivent être armées. Et l'État doit dégager des moyens pour que les mairies puissent faire face au coût que ça va représenter. Parce que ça a un coût, ces polices municipales armées. Ensuite, il y a la police nationale, le démantèlement des bandes. Et puis, il y a un dernier volet, la politique pénale. Parce que le sujet, c'est que Emmanuel Macron a un problème avec la sanction. Son plan prison, c'est une garantie d'impunité pour les délinquants. Le sujet aujourd'hui, c'est la montée de la violence. Ça n'est pas la surpopulation carcérale. Je reviens un instant sur cette proposition de personnel de sécurité. Est-il normal qu'une collectivité locale, en l'occurrence la vôtre, l'Île-de-France, doive se substituer à ce qui devrait relever du travail de la police ? Non, ce n'est pas se substituer. Aujourd'hui, la région a des compétences. La compétence transport, et moi je ne veux plus que les voyageurs, qu'il n'y ait aucun voyageur en Île-de-France qui se sente en insécurité dans les transports, puisque c'est moi qui dois en garantir le bon fonctionnement et qui passe des contrats à la RATP, à la SNCF pour essayer d'avoir des transports qui fonctionnent. Et des transports qui fonctionnent, c'est aussi des transports sûrs. C'est pour ça que j'ai déployé de la vidéoprotection. Il n'y avait pas, Monsieur Roquette, de vidéoprotection dans les rames de transport en Île-de-France avant mon arrivée. Aujourd'hui, on est en train de les déployer. En 2018, tous les bus seront vidéoprotégés. En 2021, tous les trains d'Île-de-France seront vidéoprotégés. Donc le sujet, c'est que dans les domaines qui sont les miens, lycée, transport, et dans l'espace public où j'aide les communes à s'équiper de vidéoprotection. J'aide les communes à rénover leurs postes de police. J'aime l'État aussi, parce qu'il faut l'aider. Valérie Pécresse, dans les lycées, rénover les commissariats et les casernes. Lycées, vos brigades, combien d'effectifs et à partir de quand ? De janvier ? 15 personnes mobiles qui iront là où il y aura des urgences. Là où il y aura des urgences et qui se déplaceront et qui remettront de l'ordre. En lien avec le rectorat. J'en ai parlé à Jean-Michel Blanquer. J'en ai parlé avec Jean-Michel Blanquer et leur formation aura lieu en lien avec les rectorats. Il y a combien de lycées en Île-de-France ? 15 personnes, ça paraît très peu. Avec les bouchons en Île-de-France. Non mais, pardon, excusez-moi, ils seront là pour toute la journée. Non, il s'agit, lorsqu'il y a une intrusion, lorsqu'il y a une guerre des bandes, de pouvoir avoir des personnes qui restent sur place. On a eu le cas à Stein où, à la sortie du lycée, un jeune a été agressé à coups de marteau. Aujourd'hui, il faut que les brigades de sécurité mobile, il y en a déjà dans l'éducation nationale, il faut le savoir, mais elles ne sont pas suffisantes en nombre. Nous en rajouterons, nous interviendrons. Et Jean-Michel Blanquer vous a dit banco. Est-ce que Jean-Michel Blanquer est d'accord avec vous ? Mais bien entendu. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit vous pouvez travailler avec le gouvernement. Non mais attendez, Monsieur Sportouche, j'ai signé avec Bernard Cazeneuve, il y a, dès mon arrivée, une convention pour dire que la région aurait une mission de sécurité. Et avec Frédéric Pechnard, nous mettons en place une politique de sécurité qui n'avait jamais eu lieu, mais qui est nécessaire. Parce qu'une région attractive, une région qui rayonne, comme l'Île-de-France, qui veut attirer les investisseurs, les touristes, ça doit être une région qui garantit la sécurité. Mais Valérie Pécresse, il n'y a pas une contradiction. Vous nous dites qu'il y a une forme de laxisme de la part du gouvernement et en même temps, vous avez le feu vert du ministre de l'Éducation pour mettre en place ces brigades. C'est donc que vous pouvez travailler en bonne intelligence avec lui et qu'il n'y a pas d'obstruction de sa part. Oui, mais mon sujet, et je ne l'ai pas encore abordé, c'est le sujet de la sanction. Parce qu'il y a évidemment toutes les forces de sécurité qu'on va mettre sur le terrain, mais il y a aussi la question de la sanction pénale. Mais justement, il y a un an, ici, vous avez fait une proposition sur les prisons. Vous avez dit que vous étiez prête à cofinancer, travailler avec le gouvernement pour construire des prisons en Île-de-France. Oui. Est-ce que vous avez eu une réponse ? Aucune. Mais je vais rencontrer Madame Belloubet, je crois, dans les jours qui viennent. Je n'ai eu aucune réponse du gouvernement. Aujourd'hui, le sujet, il est simple. Sur la sanction, moi je crois que l'éloignement des caïds, des quartiers et leur privation de liberté sont des sanctions efficaces. Alors, le gouvernement peut être d'un avis différent, je pense qu'il a tort. Je pense qu'aujourd'hui, le bracelet électronique... La garde des Sceaux dit plutôt il faut éviter la prison autant que possible. C'est ça. Mais le sujet... Mais je ne crois pas que ce soit exact. Je pense qu'il faut évidemment travailler sur des peines alternatives aux poursuites pour les primo-délinquants. Et ça, c'est les petits délinquants. Mais pour les délinquants qui sont condamnés à des peines de prison ferme,
il faut qu'ils exécutent leur peine. Parce que sinon, c'est un signal d'impunité. Vous êtes condamné à faire de la prison, vous n'en faites pas. Quel est le signal que la République envoie ? Normalement, la nouvelle loi prévoit qu'à partir pour 1 an de prison, la peine sera obligatoirement exécutée. Vous savez ce qu'il faut avoir fait pour être condamné à 1 an de prison ferme dans notre pays ? Vous vous imaginez, vous avez 6 mois de prison ferme, vous n'allez pas en prison. Et qu'est-ce qu'on vous propose ? Un bracelet électronique qui est un signe de provocation. Parce que quand un jeune se retrouve, ou un moins jeune, un voyou, un délinquant, un caïd, se retrouve chez lui, alors qu'il a agressé des femmes, alors qu'il a agressé des jeunes, alors qu'il a agressé ses voisins, chez lui avec un bracelet électronique, c'est de la provocation. J'ajoute qu'on sait très bien que les policiers n'ont pas les moyens de vérifier les infractions aux sorties des porteurs de bracelets électroniques. C'est-à-dire que quelquefois, on les retrouve dans la rue. Vous parlez de la majorité pénale à 16 ans. Vous nous redites, c'était, je crois, dans le programme de François Fillon pour la présidentielle. Bien vous l'aviez soutenu à ce moment-là. Non seulement je l'avais soutenu, mais je l'avais inspiré. Parce que je crois que l'impunité des jeunes fait que les caïds ont recours et les instrumentalisent. Est-ce que vous êtes pas dans une forme de surenchère, Valérie Pécresse, parce qu'on sait aussi que ces jeunes-là, dans des prisons où il y a beaucoup d'adultes violents, ça ne les aide pas non plus à acquérir un autre comportement? Vous avez totalement raison, monsieur. Donc ça veut dire qu'il faut faire des prisons pour les mineurs ? Exactement. C'est pour ça que je plaide pour que les prisons de notre pays arrêtent d'être des écoles du crime et de la radicalisation. Et qu'on brise un tabou dans notre pays qui est de graduer les prisons en fonction des crimes. C'est-à-dire que les primo-condamnés ne seraient pas incarcérés avec des caïds multirécidivistes hyper violents, mais dans des prisons spécifiques. Et ce qui permettrait d'ailleurs d'avoir des prisons qu'on pourrait dire à sécurité allégée. Parce qu'avec le bracelet électronique, on pourrait tout à fait mettre des prisons sans mirador, avec des primo-condamnés, qui ne devraient pas, évidemment, être mis au contact du grand banditisme. Des prisons que vous souhaitez en Ile-de-France, si je comprends bien la Des prisons que je souhaite, partout dans le pays. Mais le sujet, aujourd'hui, il est simple, c'est que nous incarcérons moins que la moyenne des pays de l'OCDE, contrairement à ce que nous dit notre ministre de la Justice. Et incarcérer, c'est aussi mettre hors d'état de nuire un certain nombre de délinquants. Et il faut profiter de l'incarcération pour justement réinsérer, pour redonner une chance. Parce qu'un bon nombre des détenus dont nous parlons sont des détenus qui n'ont aucun espoir, aucun espoir de formation, aucun espoir d'emploi. Et moi, je souhaite qu'on s'en occupe. C'est ma fibre sociale, vous allez me dire, mais je crois à la réinsertion. Et combien de places de prison pour ces primo-délinquants ? Et nous avons dit qu'il en fallait au moins 15 000. Le gouvernement avait dit, Emmanuel Macron dans sa campagne avait plus ou moins validé ce chiffre de 15 000. Aujourd'hui, il nous en annonce 7 000. Que va-t-on faire des 8 000 places qui manquent ? Nos prisons sont indignes. L'autre jour, j'étais à la prison de Fresnes. On est à 3 détenus par cellule. Nos prisons sont indignes. C'est l'école du crime et de la radicalisation. Et j'ajoute que je souhaite des prisons de très haute sécurité pour les détenus les plus dangereux. Et ça aussi, c'est absolument indispensable. Donc des prisons spécifiques. Avec de l'encellulement individuel. Parce qu'un détenu radicalisé, quand il est à 3 dans sa cellule, il fait du prosélytisme. Quand il est tout seul, il est seul avec sa conscience. Sur les transports, une dernière question. On parle de reconnaissance faciale. Qu'est-ce que vous voulez faire pour cela ? C'est-à-dire identifier des délinquants avec des caméras. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre des libertés publiques ? Alors, c'est vrai que nous sommes en train de déployer la vidéoprotection partout. Là, cette semaine, nous sommes en train de clôturer la gare Saint-Lazare. 450 000 personnes dans la gare Saint-Lazare. Et il faut que vous sachiez que 60% des actes de violence qui sont commis dans la gare sont commis par des personnes qui n'ont pas de ticket. Donc déjà, mettre des valideurs de tickets, ça va diminuer l'insécurité dans la gare. Puis ça va diminuer la fraude. Mais il y aura des caméras. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une peine d'interdiction des transports pour les délinquants violents et pour les criminels, comme on a eu une peine d'interdiction des stades pour les supporters violents du football. Je vous rappelle que ça a considérablement assaini l'ambiance dans les matchs de foot. Pour cela, il faut mettre en place de la reconnaissance faciale. Cette reconnaissance faciale, elle sera utile pour la lutte contre le grand banditisme. Elle sera utile pour la lutte contre le terrorisme. Et elle sera utile pour la sécurité des transports. Alors je sais qu'aujourd'hui, elle n'est pas... Expliquez-nous, c'est-à-dire la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est quand vous êtes interdit de transport, parce que vous avez commis des délits et des crimes, quand vous êtes terroriste et que vous êtes recherché par la police. Et la caméra vous reconnaît pour vous bloquer la route. La caméra vous reconnaît et elle donne l'alarme. Et donc, vous pouvez c'est pas un peu Big Brother ce que vous nous proposez en même temps, Valérie Pécresse. Comme en Chine, en fait. Ça se passe en Chine. Non, comme dans les aéroports, monsieur Jacobizine. Comme dans tous les aéroports où aujourd'hui, si quelqu'un est recherché par Interpol, recherché par la police, eh bien, à l'aéroport, on le reconnaît. À l'aéroport de Nice, vous avez de la reconnaissance faciale. Dans les grands aéroports internationaux, vous en avez. L'idée est évidemment pas et il faudra le faire,
de manière très précautionneuse pour les libertés publiques, parce que l'idée n'est pas de savoir où vous vous déplacez et comment. Donc vous le demandez au gouvernement qu'il puisse permettre Aujourd'hui, cette nous sommes dans reconnaissance. une très grande hypocrisie. Nous déployons aujourd'hui avec des grandes entreprises de l'armement et de l'intelligence artificielle dans le métro parisien des solutions qu'on appelle de reconnaissance de silhouette. Ça veut dire que selon vos habits, par exemple, un pickpocket avec une veste bleue, une cravate bleue, grand, ça blond serait Christophe et de mince, je dis pour nos auditeurs. sera suivi par des logiciels d'intelligence artificielle tout au long de son chemin dans le métro. On est dans l'hypocrisie la plus totale. La vérité, c'est que c'est votre visage. Parce que la loi interdit la reconnaissance faciale. Si vous changez de veste avec votre voisin, on ne pourra plus vous suivre. On est dans l'hypocrisie. Ne leur donnez pas de mauvaise idée, Valérie Pécresse. Je crois que cette question de la reconnaissance faciale, elle doit être abordée sans tabou et dans une logique, non pas de porter atteinte à la vie privée, mais de sécuriser les réseaux de transport. Il y a trop de voyageurs qui ont peur discours, dans les Valérie transports Pécresse, aujourd'hui. À écouter votre discours et vos propositions depuis le début de l'émission, on se dit mais finalement elle est sur une ligne très sécuritaire. Qu'est-ce qui vous distingue de Laurent Wauquiez sur des sujets comme cela où on considère en général qu'il est plus dur que vous pourriez l'être vous? Mais Monsieur Roquette, je crois que vous êtes en train de découvrir peut-être que je suis aux Républicains, que je suis de droite et que je suis dans l'opposition à Emmanuel Macron. Donc je vous le dis, tout ça... Mais j'avais cru découvrir aussi que vous trouvez que Laurent Wauquiez était trop extrémiste ou trop... Non, mais c'est pas exactement le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que je suis une femme libre et je défends des convictions. J'ai toujours été extrêmement ferme et je suis une femme d'ordre. J'ai toujours été extrêmement ferme sur les sujets régaliens. Je ne pense pas que vous le découvriez aujourd'hui. En revanche, il est vrai que à un certain nombre de moments, j'exprime une pensée un peu différente. Quand, par exemple, je viens défendre le respect de l'état de droit dans toute l'Europe, au bureau politique des Républicains. Et que vous n'avez pas de réponse. Et que je dis que si j'avais été au Parlement européen, j'aurais voté l'article 7, un avertissement à M. Orban qui est en train de priver les Hongrois de liberté publique. publique. Orban, soutenu par Laurent Wauquiez, lui. De la même façon, je dis que la rétention administrative sans passer par la case judiciaire pour les fichiers S, ça me paraît infaisable, irréaliste et donc pas efficace. Donc là, quand je dis aussi sur l'Europe que je ne crois pas au démantèlement de l'Europe et au retour de l'Europe à 6, que je ne crois pas à un nouveau traité européen qui conduirait inéluctablement au Frexit, j'affirme des convictions. Sur l'immigration. Et cette sensibilité de la droite authentique, je crois qu'elle correspond à celle de beaucoup d'entre nous. Et sur l'immigration, Christophe Jacubizine. Oui, par exemple, avec Laurent Wauquiez, vous avez des divergences sur l'immigration. Par exemple, le droit du sol, vous considérez qu'un parent en régulier, ça suffit, alors que lui dit que les 2 parents doivent être en situation régulière. Oui, mais cela dit, j'ai écouté l'émission politique. Ah, vous l'avez regardé quand même? Non, je ne l'ai pas regardé, j'ai regardé, parce que malheureusement ou heureusement, j'inaugurais un formidable événement pour la France, qui était la Ryder Cup, c'est-à-dire l'arrivée en France d'une très très grande compétition de golf, regardée dans tout le monde entier, qui fait de l'Île-de-France une très belle région sportive. Mais j'ai évidemment lu et regardé tout ce qui s'était dit pendant cette émission et j'ai entendu effectivement un certain nombre des propositions qui ont été faites par Laurent Wauquiez. Il a repris des propositions qui étaient dans le programme d'Alain Juppé pour la primaire de la droite. Le droit du sol, il va plus loin. Quota d'immigration et restriction de l'aide médicale d'État à un panier de soins d'urgence et pas... Mais sur le droit du sol, il va plus loin, effectivement. Sur le droit du sol, nous avons une divergence. Il souhaite 2 parents en situation régulière. Je pense qu'un seul parent en situation régulière suffit. Pourquoi ? Parce que les histoires d'amour sont des histoires d'amour. Et pour moi, un parent en situation régulière suffit. Maintenant, vous considérez sans doute que c'est une nuance. Moi, ce que je crois sur l'immigration, c'est qu'il faut aller plus loin. Il y en a trop d'immigration en France. Est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'immigration en France? C'est la question qu'a posée Laurent Wauquiez au Premier ministre. Mais oui, je considère qu'il y a trop d'immigration subie en France. Je considère qu'il y a trop d'immigration subie en France et cette immigration subie, c'est contre elle qu'il faut qu'on lutte, c'est-à-dire contre les étrangers en situation irrégulière. Je lisais l'autre jour les statistiques des demandeurs d'asile. La première nationalité des demandeurs d'asile en 2017, ça a été les Albanais. Les Albanais, de qui on se moque. L'Albanie est en train de demander à rentrer dans l'Union européenne, si je ne m'abuse. Donc, moi, je demande une seule chose, c'est que nous ayons aujourd'hui des points d'accueil des migrants et que nous puissions en urgence... À quel endroit ? En urgence, aux frontières françaises et aux frontières de l'Europe. Je demande que nous ayons une liste des pays sûrs, que nous puissions examiner en urgence les demandes d'asile et pouvoir renvoyer chez eux tous les ressortissants des pays sûrs, tous les ressortissants des pays sûrs qui n'ont
à ma connaissance, pas de C'est ce que prévoit la droit. nouvelle loi, on a raccourci le délai d'instruction. Oui, mais la vérité, et vous la connaissez, c'est qu'aujourd'hui, allez, on va dire 90%, pour être gentil, des demandeurs d'asile qui sont déboutés du droit d'asile ne sont pas reconduits. Le sujet, c'est la reconduction des étrangers en situation irrégulière dans leur pays. Justement pour ces irréguliers. Moi, j'ai demandé à M. Collomb qu'on publie chaque mois la liste des reconduites. J'ai demandé qu'on conditionne les aides au développement à une stratégie d'accueil par les pays d'origine de leurs ressortissants. Ça n'est pas normal que nous maintenions l'ordre au Mali et que le consul du Mali refuse le retour des irréguliers, vous aviez voulu, clandestins, vous aviez voulu leur enlever la gratuité dans les transports d'Île-de-France, dont vous avez la responsabilité. Vous n'y êtes pas parvenu? Ah oui, ça c'est un scandale. C'est un scandale. Le gouvernement, d'ailleurs, c'est intéressant. Ça montre que la fermeté ne se mesure pas avec un sonomètre. La fermeté d'un gouvernement, elle se mesure avec des actes. Moi, j'ai entendu là, c'est le juge, les paroles... C'est le juge qui vous a débouté. Oui, mais j'ai entendu les paroles viriles de M. Collomb ou de M. Macron sur les étrangers en situation irrégulière ont vocation à rentrer chez eux. Je vous raconte l'histoire en 2 mots, parce que vous la connaissez, mais peut-être que vos éditeurs ne la connaissent pas. Les étrangers en situation irrégulière avaient, quand je suis arrivée en Ile-de-France, 75% de réduction dans les transports en commun. J'y ai mis fin. J'ai été condamnée par le juge administratif à rétablir ces 75% de réduction parce que il n'y avait rien dans la loi qui disait que les étrangers en situation irrégulière ne devaient pas y avoir droit. C'est une prime à l'irrégularité. Les étrangers en situation régulière, ils payent plein pot. Donc moi j'ai demandé à Gérard Collomb de pouvoir modifier cette disposition dans la loi. Il ne l'a pas voulu. La majorité En Marche ne l'a pas voté. Lord Darcos, qui est là, a proposé cet amendement au Sénat. Il a été voté au Sénat. Il a été retoqué à l'Assemblée. Valérie Pécresse, les aides sociales ne doivent pas aller aux étrangers en situation irrégulière. En tout cas, pas les aides de transport. Les propositions que vous nous faites ce matin en matière régalienne et de sécurité, est-ce que vous n'êtes pas aussi dans une forme de surenchère parce que vous voyez toute une partie de vos électeurs aller vers le Rassemblement national? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous inspirer aussi de propositions de Marine Le Pen? Mais d'abord, monsieur Sportouch, dites-moi laquelle des propositions que j'ai faites est une proposition qui ne s'inscrit pas dans les lois de la République. Valérie Pécresse, vous voyez bien sur la majorité pénale à 16 ans. Laquelle est contraire aux lois de la République, aux principes républicains? Sans que ce soit contraire aux lois de la République, est-ce que vous dites, il y a, c'est vrai, entre vous et le Rassemblement national, sur ces questions-là, et bien des points d'accord? Eh bien, je vais vous dire, moi je crois que les extrémismes se nourrissent de l'impuissance publique. Je crois que les extrémistes grandissent quand nous, les partis de gouvernement, nous ne savons pas répondre aux problèmes. Donc moi, je vais en permanence être dans la réponse efficace aux problèmes. Mais des réponses conformes à l'état de droit, je vous l'ai dit. Sur les fichiers S, pas de rétention administrative sans passer par le juge. Mais une incrimination pénale d'intelligence avec l'ennemi qui passera devant le juge. Vous voyez, on peut respecter l'état de droit et être très fort. Je vais même vous dire quelque chose de mieux. Moi, je suis pour le doublement des peines pour les crimes commis dans les quartiers les plus criminogènes. Vous allez me dire, c'est pas constitutionnel. Eh bien, c'est ce qu'ils font au Danemark. C'est ce que le centre droit fait au Danemark. Et je peux vous dire que ça leur permet de contenir la montée du Front National. Donc vous voulez un doublement des peines dans certains quartiers? Bien sûr, vous serez bien sûr. Mais vous savez que c'est anticonstitutionnel en même temps. Donc là, il y a de la surenchère, Valérie Pécresse. Non, parce qu'on peut le faire de manière de manière à ce que ce soit constitutionnel en disant que c'est une circonstance aggravante de commettre un crime dans certains quartiers. Donc vous risquez la stigmatisation. Mais ce n'est pas de la stigmatisation. C'est quand même dingue que dans certains quartiers, dans certains départements de France, il y ait beaucoup plus de crimes et beaucoup moins de sanctions. Si je peux me permettre, un acte véniel à Guéret sera autant puni qu'un acte grave à Bobigny. C'est ça la vérité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique pénale unique quand les délinquants n'encourent pas la même peine partout sur le territoire? Oui. Vous avez suivi la polémique sur les prénoms lancée par Éric Zemmour. Vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il est préférable qu'on donne des prénoms français aux enfants issus de l'immigration? Et moi, vous savez, je suis attachée à la liberté. Et tout ce qui n'est pas interdit est pour moi permis. Et je voudrais qu'on arrête d'emmerder les Français. Mais le débat dans leur assimilation, intégration, le fait de dire ça permet d'assimiler mieux ces populations, d'avoir un prénom du calendrier. Mais pour moi, l'assimilation, c'est chanter la Marseillaise. L'assimilation, c'est pouvoir avoir un espoir dans le rêve français. Pour moi, c'est la fierté française retrouvée. Et qu'importe le prénom. C'est pas le prénom. Mais vous savez, quand on a un prénom breton, quand on a un prénom catalan, on parle de ses racines. Le problème, c'est que la France a des racines multiples. Le problème, c'est le tronc.
C'est est-ce qu'on arrive à faire un arbre avec ses racines multiples. Et pour moi, c'est ça mon sujet. C'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ranimer le rêve français. Et Éric Zemmour parle quand même à une partie de votre électorat, celui des Républicains, ou pas, dans ce qu'il propose? Est-ce que vous le ressentez? Oui, enfin, quand Éric Zemmour dit que les femmes doivent rentrer à la maison, il parle aussi à une partie de l'électorat, et je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il dit. Vous savez, Éric Zemmour, pour moi, n'est pas une boussole politique. Et d'ailleurs, j'ajoute que la nostalgie du passé ne peut pas faire une politique pour la France au présent. La France au présent, c'est une réalité, et face à cette réalité, il faut des nouvelles solutions et pas se dire c'était mieux avant. Alors, on arrive quasiment au terme de cette première partie et tout de suite, on passe aux questions des auditeurs et téléspectateurs. Le grand jury, question nette. Marie-Pierre Haddad, bonjour. Bonjour à tous. De la rédaction Bonjour numérique de Valérie RTL. Pécresse. Quelles sont les premières interpellations de ceux qui nous regardent et nous écoutent? Alors, ça concerne la clause de conscience pour l'IVG. Vendredi, c'était la journée mondiale pour le droit à l'avortement et des sénateurs de gauche ont déposé une proposition de loi pour supprimer cette clause. C'est ce qui permet aux médecins de refuser de pratiquer un IVG. Et donc, sur les réseaux sociaux, les avis sont vraiment très partagés. Et d'après vous, est-ce que oui ou non, cette clause doit être supprimée? Valérie Pécresse. D'abord, moi j'ai voté que le droit à l'avortement était un droit fondamental reconnu à toutes les femmes. Mais je crois que ce droit doit pouvoir s'exercer en tout point du territoire, et la région finance aujourd'hui, notamment dans les quartiers populaires où c'est très difficile aujourd'hui de pratiquer des avortements, elle finance des maisons des femmes. Donc je suis très attachée à ce droit. Mais je suis aussi très attachée à la liberté de conscience. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que chacun d'entre nous a le droit, et les médecins particulièrement ont le droit d'avoir leur liberté de conscience dès lors que ça n'empêche pas le droit à l'avortement d'être garanti. Mais s'il y a trop de médecins qui le pratiquent, est-ce que vous ne craignez pas que ça reste ce droit? Ce danger n'existe pas. Voilà. Ah, ce danger n'existe pas. Ce danger n'existe pas. Est-ce qu'il faut faire 100 km pour aller procéder à un IVG? C'est autre chose. Certaines régions de France, vous savez que c'est possible. Non, monsieur Sportif. Il y a des déserts médicaux en France. Oui, mais les déserts médicaux n'ont rien à voir avec la clause de conscience. Moi, je suis pour qu'on mette... Tout dépend si vous n'avez pas beaucoup de gynécologues. Non, franchement, trouvez-moi un endroit, puis on en reparlera. Aujourd'hui, le sujet, c'est de pouvoir avoir des médecins partout et des centres qui permettent aux femmes d'avoir ce droit à l'interruption de grossesse, qui est leur droit, et il faut les avoir partout. Ça n'a pas à entrer, ça n'est pas en danger, et ça ne le sera pas avec moi. On vous a entendu. Autre question, Marie-Pierre Haddad. Oui, cette fois-ci, ça concerne Patrick Balkany. Donc, le maire de Levallois a fait voter une augmentation de ses indemnités de maire de 56%. Et donc, c'est pour compenser la perte de son mandat de député avec la loi sur le non-cumul. Et pour Elisabeth, sur Facebook, c'est encore une attitude qui jette le discrédit sur l'engagement politique et sur les élus. Est-ce que vous soutenez Patrick Balkany ou est-ce que vous êtes plutôt du côté de cet internaute? Valérie Pécresse. Il se trouve que les présidents de région pourraient aussi s'augmenter leur rémunération, puisque la loi aujourd'hui nous le permet. Et moi, je n'ai pas souhaité le faire. Et je n'ai pas souhaité le faire parce que je sais qu'aujourd'hui, les Français sont dans une équation impossible. C'est combien votre rémunération? Leur pouvoir d'achat. Elle est de combien? Ma rémunération, elle est de 5 000 € bruts, et donc à peu près d'un peu plus de 4 000 € net. Et je ne cumule avec aucune autre responsabilité, aucune société d'économie mixte. Plus des frais de mandat de représentation, Valérie Aucun Pécresse. frais de représentation pour les présidents de région, monsieur Sportouche. Non, mais la vérité, c'est qu'il faudra avoir, et ça je le dis, une vraie réflexion sur le statut de l'élu dans une république où il n'y aura plus de cumul des mandats. Donc, parce que si on veut éviter le cumul des mandats, le cumul des strates, et si on veut simplifier le millefeuille administratif, il faudra donner une vraie retraite aux élus, il faudra leur donner une vraie couverture maladie, il n'y a pas de médecine du travail. Donc le statut de l'élu, priorité du gouvernement. Est-ce qu'il a eu tort, Valérie? Est-ce qu'il a eu tort, Patrick Balkany? Moi, je ne donne pas de leçons. Je ne donne de leçons à personne, je vous parle de moi. Oui, d'accord. Enfin, non, je l'ai dit, moi, je ne l'aurais pas fait. Voilà, vous l'auriez pas fait. Eh bien, écoutez, sur ces mots, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie du grand jury. Valérie Pécresse, à tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubizine qui vous pose la première question de cette seconde partie, Valérie Pécresse. Oui, ce matin, dans Le Parisien, un certain nombre de personnalités de centre-droit comme Roselyne Bachelot, de centre-gauche comme Jean-Pierre Mignard, demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les scandales de pédophilie dans l'Église française. Est-ce que c'est une bonne idée que au moins une autorité comme le Parlement s'y attelle? D'abord, moi, je voudrais saluer les paroles très fortes qui ont été prononcées ce matin même par Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris. Il a dit
il y a un abcès dans l'Église et il faut purger le pus. Est-ce que ça passe par une commission d'enquête ? Une phrase comme ça, prononcée par un des plus grands évêques de France, montre une prise de conscience inédite de ce problème qui ternit la réputation de l'Église tout entière. Moi, je suis plutôt favorable à une commission d'enquête. Aucun sujet ne doit échapper et aucun crime ne doit échapper au regard du Parlement. Alors, Monseigneur Aupetit, dans la même interview ce matin aux Parisiens, parle de son opposition à la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Et vous êtes interrogé tout de suite par une présidente d'association, on l'écoute. Le grand jury, la question en plus. Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Gwendoline des Arméniens et je suis secrétaire générale de l'ADFH. J'ai la grande joie d'être maman d'une petite fille de 7 mois et ce grâce à une PMA que j'ai réalisée en Espagne en juin 2017. Car étant célibataire et lesbienne, je n'avais pas la possibilité de le faire en France. Le parcours est long, compliqué et très onéreux. Aujourd'hui Madame Pécresse, je vous demande qu'est-ce qui vous donne plus de légitimité que moi d'accéder à la maternité ? En quoi suis-je une maman différente de vous ? Valérie Pécresse, la question est directe, votre réponse ? Aucune maman n'est différente d'une autre maman. Moi, je suis une femme, je suis une féministe et j'entends et je suis en totale empathie avec le désir d'enfant de toutes les femmes quand il s'exprime et la souffrance que ce désir d'enfant non satisfait peut générer. Maintenant, il y a un projet du gouvernement et ce projet du gouvernement soulève un certain nombre de questions éthiques qui n'ont à ce jour pas de réponse. Et c'est des sujets graves. Et je voudrais en soulever 2. D'abord, les droits de l'enfant et notamment le droit de l'accès aux origines. À l'origine de la conception d'un enfant, il y a un homme et une femme. C'est la réalité d'une conception. Moi, ça fait 10 ans que je me bats pour qu'on ait accès à l'identité des donneurs de sperme. C'est-à-dire qu'on lève l'anonymat des donneurs de sperme. Et pour les enfants adoptés ? Je crois, mais pour les enfants adoptés, eux aussi, sont nombreux à pousser ce cri du droit à l'accès à leurs origines. Et je pense que si nous ouvrions ce droit à la majorité de l'enfant, à 18 ans, d'avoir accès à ses origines, déjà, il y aurait une filiation qui pourrait s'exercer. Et moi, je me battrais pour ce droit à l'accès aux origines. Deuxième sujet, là, le refus de la marchandisation du corps humain. Moi, je suis une femme et une féministe, je vous l'ai dit. Je refuse que l'on puisse payer pour utiliser le corps d'une femme pour porter un enfant. Ça, c'est la gestation pour autrui. Oui. Alors le gouvernement... Ce n'est pas d'actualité. Si, si ça l'est. Le gouvernement nous dit, il n'y a rien dans le texte de loi sur la gestation pour autrui. Eh bien justement, moi je demande qu'il y ait quelque chose. Je demande que dans le texte de loi, pour se prémunir à l'avenir contre toute dérive vers la marchandisation du corps humain, je demande que dans le texte, il y ait le principe intangible de la non-marchandisation du corps humain et de ses produits. S'il y a ces deux conditions, vous voteriez pour la PMA ? Monsieur Sportouche, attendez, je vais même aller plus loin. Ouais. Je souhaiterais que la France, qui est la patrie des droits de l'homme et des droits de la femme, prenne la tête de ce combat au niveau international. Le combat contre la marchandisation au plan international du corps humain et de ses produits. Si ces deux conditions sont satisfaites, est-ce que vous voteriez la loi PMA ? Aujourd'hui, monsieur Sportouche, vous l'avez compris, il y a trop de questions qui ne sont pas résolues et auxquelles je n'ai pas de réponse. On comprend que vous n'êtes pas contre le principe de la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes. Vous comprenez surtout que la PMA existe déjà, qu'elle est déjà pratiquée dans un certain nombre de pays d'Europe, que 80% des couples de femmes y ont déjà recours. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est quel est le modèle français que nous voulons. Et moi, ce modèle français, il passe par l'accès aux origines des enfants et par la non-marchandisation du corps humain. Et à ces conditions, on vote la loi. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'aujourd'hui... On comprend très bien votre position, c'est pour ça. Bah si, on comprend très bien ma position. À ce stade, je ne peux pas être favorable à un projet qui ne résout pas des questions éthiques fondamentales. Christophe Jacubizine. Parce que comme les Républicains, vous faites vôtre cette expression PMA sans père, une expression qui vient de sens commun, qui est reprise désormais officiellement par les Républicains. Mais vous avez compris que chaque enfant a un père biologique. Mais c'est dur comme expression de dire aux femmes qu'elles font des enfants sans père. Vous avez raison. Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas que ce débat devienne un débat d'invective. Il ne faut pas que ce débat devienne un débat caricatural. Derrière, il y a des familles en souffrance, il y a des enfants en souffrance. Donc, évidemment, il n'est pas question de stigmatiser les enfants. Et de ce point de vue, quand j'entends certains, chez les Républicains, dire « les enfants de la PMA ne devraient pas exister », ça me révulse. Est-ce que vous êtes pour une liberté de vote
au sein du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, que chacun puisse voter en conscience. D'une manière générale, pour tous les sujets de conscience, je suis pour la liberté. Pas de consigne. Est-ce que vous êtes prête à descendre dans la rue si jamais vous n'obtenez pas gain de cause sur les conditions que vous venez de nous exposer? Aujourd'hui, ce que je veux être, c'est le porte-voix de 2 revendications. L'accès aux origines des enfants, le droit à l'accès aux origines et la non-marchandisation du corps humain. Ce seront mes 2 combats. Et sur la manif sur le mariage pour tous, est-ce que vous avez des regrets, Valérie Pécresse? Vous étiez hostile. 5 ans après, est-ce que vous dites peut-être qu'on en a fait trop à droite, comme certains le disent aujourd'hui? Moi, ce que je regrette, c'est que ce débat, mais volontairement, c'était la volonté de François Hollande, et j'espère que ce ne sera pas celle d'Emmanuel Macron. Ce débat a été mené de manière à crisper la société, pour en fait diviser les Français et pour faire oublier l'absence de réforme. Et donc moi, j'espère qu'aujourd'hui, le gouvernement n'utilisera pas ce débat pour là aussi faire du clivage artificiel dans la société française, qui est beaucoup trop fracturée pour se le permettre. Guillaume Roquette. Dans la perspective des élections européennes de l'année prochaine, Emmanuel Macron tend la main, veut élargir sa majorité à ce qu'on comprend être, on va dire, les jupéistes, ou peut-être des gens comme vous qui seraient macrono-compatibles. C'est une bonne idée? Main tendue, je précise, dans le journal du dimanche ce matin, dans une interview, il veut donc la majorité, la liste, je le cite, la plus large possible pour ces européennes de 2019. Mais j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises sur cette question. Je pense que nous devons incarner... Je comprends bien la stratégie d'Emmanuel Macron. La stratégie d'Emmanuel Macron, c'est d'enserrer la droite républicaine, donc l'opposition républicaine, dans un étau, avec une opposition entre progressistes et nationalistes. Je veux briser cet étau. Pour briser cet étau, il faut une liste pro-européenne de droite. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dit y compris à Alain Juppé quand je suis allée à Bordeaux, nous ne pouvons pas laisser le monopole de l'engagement européen à Emmanuel Macron, et nous avons besoin de réaffirmer un projet pour l'Europe. Si vous ne deviez citer qu'un seul point sur lequel, sur l'Europe, vous êtes en désaccord avec Emmanuel Macron, ce serait lequel? Le plus important? Avec Emmanuel Macron, mais c'est pour l'instant son impuissance notamment à réguler nos frontières face aux vagues migratoires, mais aussi son impuissance en matière économique à mener une guerre efficace économique contre les États-Unis et contre la Chine, qui aujourd'hui nous pressent avec des réglementations qui font qu'aujourd'hui nous sommes en situation défensive, que ce soit sur l'Iran ou que ce soit sur tout autre sujet. Vous voulez une liste pro-européenne chez les Républicains. Est-ce que ça veut dire que si elle n'est pas suffisamment pro-européenne, cette liste, on ne sait pas par qui elle pourrait être portée, à droite, vous avez peut-être une idée? Écoutez, je pense que Michel Barnier ferait Michel Barnier. Apparemment, il fait consensus. Est-ce que son nom suffirait à vous faire voter pour la liste LR, ou votre choix est ouvert, Valérie Pécresse? J'ai été dire à Menton, au Conseil national des Républicains, parce que je suis toujours au rendez-vous que me donne ma famille politique, j'ai présenté un projet pour l'Europe qui s'appelle Patriotes et Européens, pour une France forte dans une Europe forte. Dans ce projet, il y avait le refus du retour à l'Europe à 6. Il y avait le refus d'un nouveau traité. C'est une proposition de Laurent Wauquiez. Oui. Mais donc il y a eu un recul aujourd'hui d'un certain nombre de propositions qui étaient anti-européennes ou qui auraient mis en danger l'Europe. Et donc je pense qu'on converge aujourd'hui chez les Républicains vers peut-être un projet qui sera acceptable pour tous. Vous attendez encore de savoir vraiment quelle sera la tonalité du projet européen? Mais je voudrais dire quand même quelque chose. Moi, j'ai lu et vu tout ce qui s'était passé dans l'émission politique. Je sens qu'il y a un grand fossé qui s'est creusé entre Édouard Philippe et nous. Un grand fossé, que ce soit sur les réformes, que ce soit sur la baisse des dépenses de l'État, que ce soit sur le régalien. Je vous dis, les propositions sur l'immigration que Laurent Wauquiez a exprimées devant Édouard Philippe sont des propositions qui avaient été formulées par Alain Juppé lui-même dans la primaire de la droite. Donc ce que je constate, c'est qu'Édouard Philippe est parti chez Emmanuel Macron avec sa chemise sur le dos, mais sans emporter le programme d'Alain Juppé. Et donc aujourd'hui, nous avons à défendre aujourd'hui des valeurs d'une droite républicaine, humaniste, sociale. Non, mais je le dis. Vous nous parlez beaucoup du programme d'Alain Juppé. Non, mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que vous me dites. Laurent Wauquiez. Non, mais pourquoi je vous parle du programme d'Alain Juppé? Je vous réponds tout de suite. C'est parce que je vois bien qu'Emmanuel Macron instrumentalise aujourd'hui Édouard Philippe pour essayer de faire croire qu'une partie de la droite mènerait aujourd'hui une politique de droite au gouvernement. C'est faux. La politique de ce gouvernement n'est pas une politique de droite. 99% de dette, des déficits qui augmentent, une overdose fiscale, pas de baisse des dépenses de l'État. Ça n'est pas une politique de droite. Ça n'est pas la politique que je mène dans ma région, où je baisse les dépenses et où je diminue les effectifs. Votre bras droit,
Maël de Calan, Valérie Pécresse a écrit un livre, La tentation populiste. Voilà ce qu'il écrit sur les différences au sein de la droite. La difficulté est que nous avons de plus en plus de mal à nous mettre autour de la même table parce que nous ne parlons plus le même langage. Ce constat, est-ce que c'est celui de deux droites irréconciliables aujourd'hui? Mais je crois que les deux droites sont réconciliables. Si je ne le croyais pas, je serais partie. Donc il y a celle de Laurent Wauquiez et la vôtre aujourd'hui. Je crois aujourd'hui que les droites sont réconciliables. Je crois qu'il y a des sensibilités. Ma sensibilité est très ferme sur le régalien, vous l'avez compris. Dans le cadre de l'état de droit, elle est aussi très pro-entreprise et il y a une tentation. Vous savez, les clivages aujourd'hui, sont-ils vraiment encore entre la droite et la gauche? Est-ce que c'est pas plutôt... Moi, j'en vois trois des grands clivages. Entre les communautaristes et les républicains, je suis républicaine. Entre les libéraux et les illibéraux, je suis libérale. Et puis, il y a aussi un autre clivage qui est entre les nationalistes et entre ceux qui croient, plus exactement, au progrès et ceux qui n'y croient pas. Moi, je crois au progrès. Mais pourtant, dans votre famille politique, il y a des gens qui pensent que le rapprochement, c'est avec les Rassemblements nationaux qu'il faut le faire. Dans l'incorrect de cette semaine, Sébastien Meurant, qui est sénateur Les Républicains, dit qu'il faut discuter avec le Rassemblement national. Arrêtons le cinéma, dit-il. L'Incorrect, qui est un magazine, une revue proche des idées de Marion Maréchal. Et il dit même arrêtons le cinéma. Voilà ce que dit Sébastien Meurant, Valérie Pécresse. Discuter, on peut toujours le faire. Ah bon, on peut discuter. On peut discuter avec tout le monde. La démocratie, c'est la discussion. Je discute avec les fronts de gauche. Moi, quand on discute, ça veut dire qu'on peut s'entendre. Monsieur Jacques-Bizine, moi, je dirige une région. J'ai des maires front de gauche. J'ai des élus Front National, j'ai une majorité, j'ai une opposition. Bien sûr qu'on discute, bien sûr qu'on s'écoute. Attends, vous croyez que on peut faire de la politique en étant hémiplégique? Quand il dit discuter, Sébastien Meurant, c'est évidemment pour un accord politique éventuel. Écoutez, j'en sais rien, ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit, ou en tout cas, je ne crois pas qu'il l'ait dit. Mais je suis très faible. Attendez. La démocratie, c'est la discussion. Hier, j'étais à Romainville, en Seine-Saint-Denis, en train de discuter avec des militants Front de gauche et écologistes qui voulaient pas d'un de mes projets alors qu'il est magnifique. Donc on discute, ça s'appelle la politique. Mais au-delà de ça, j'ai pris une position très ferme. Je suis pour que ce que j'appelle les fusionnistes, c'est-à-dire ceux qui, au sein des Républicains, demandent la fusion de la droite et de l'extrême droite, il y en a donc. Soient déclarés, bien sûr il y en a, soient déclarés démissionnaires d'office des Républicains. Mais les élus du Rassemblement national à la région, monsieur Guillaume Roquette, de vous soutenir ou pas? Est-ce que je peux juste... C'est juste parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. Oui, mais je peux juste finir. Les constructifs, vous savez, ceux qui avaient dit qu'ils soutenaient Emmanuel Macron à droite, j'ai demandé qu'ils soient déclarés démissionnaires d'office aussi. Si on les avait déclarés démissionnaires d'office, on ne se serait pas, pendant un an, pris sur les épaules la charge de cette espèce de feuilleton. Vont-ils démissionner? Faut-il les exclure? Quand on n'est pas d'accord avec le fait de défendre les valeurs de la droite, quand on pense que ces valeurs de la droite ne sont pas suffisantes, eh ben on s'en va. On n'est pas obligé de rester. Est-ce que vous estimez que Laurent Wauquiez est aussi clair que vous sur ce point-là? En tout cas, moi, j'ai soulevé ce point-là au bureau politique des Républicains, je n'ai pas eu de réponse. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant, parce que sinon, le paysage politique va se brouiller, c'est ce qu'attendent les extrêmes. Donc moi, je défends une droite authentique et je continuerai de la défendre. Pardon, monsieur Roquette, vous aviez une autre question? Oui, les élus du Rassemblement national, ils vous soutiennent parfois à la région? Mais le Front de gauche aussi me soutient parfois dans mes décisions. Quand je prends une bonne décision, j'arrive à la faire voter à l'unanimité. Donc il peut y avoir ça parfois arrive. Un consensus? Mais avec tout le monde. La gestion des collectivités locales, mais je vois, monsieur Roquette, et d'ailleurs c'est peut-être aussi un peu le problème d'Emmanuel Macron, que beaucoup de personnes n'ont pas la vraie connaissance de comment ça se gère une collectivité. Une collectivité, ça se gère par le pouvoir de conviction. Et quand j'arrive à convaincre des élus Front de gauche et des élus Front National de voter la même délibération, est-ce que vous croyez que je ne fais pas œuvre utile? Est-ce que vous croyez que je ne fais pas œuvre utile de rassemblement de la population vers un idéal qui est d'avoir une région Île-de-France qui rayonne partout dans le monde? Mais on rassemble en Île-de-France, mais on ne peut pas rassembler au niveau national. Mais on peut rassembler autour de mes propositions, autour de mes propositions, pas autour des leurs. Un accord politique, c'est mélanger les propositions. Moi, je ne fais pas d'accord politique avec le Front National. J'ai mes propositions, je les défends, elles vous plaisent pas, et on en discute. On va écouter. Et je les améliore en écoutant mon opposition. Je les améliore en écoutant mon opposition. Je ne dis pas que toutes les propositions de mon opposition sont mauvaises. Est-ce que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, a le leadership de la droite? Est-ce qu'il est le leader incontesté de votre camp? Il est le président du parti, et à ce titre, il a la légitimité de diriger le parti. Et il sera candidat en 2022 pour les Républicains. Il sera candidat pourquoi? Pour la présidentielle?
Écoutez, tant mieux pour lui, vous lui poserez la question. Mais est-ce qu'il est le candidat naturel de votre camp ? Dans les statuts des Républicains, il y a la primaire pour désigner le candidat à la présidentielle. Je ne crois pas que les statuts aient été modifiés. Mais vous avez eu une expérience un peu malheureuse à cause d'une primaire, notamment de la primaire en 2017. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut revenir au mode de désignation antérieur, qui était que le leader de la droite, en l'occurrence aujourd'hui Laurent Wauquiez, c'est ce que vous semblez dire, mais pas franchement, peut être le candidat naturel de 2022 ? Pardon, mais on s'est mal compris. En 2017, s'il n'y avait pas eu de primaire, on aurait eu 3 candidats. Monsieur Fillon, Monsieur Sarkozy et Monsieur Juppé. Croyez-vous que nous aurions gagné les présidentielles avec 3 candidats ? 3 candidats de la droite et du centre, c'est l'assurance que Marine Le Pen sera au deuxième tour. Avec un seul, et c'est l'assurance vraisemblablement de la réélection d'Emmanuel Macron. Donc la vérité, c'est qu'il faudra organiser, vu l'éclatement de la droite et du centre, à un moment donné, le rassemblement de la droite et du centre. On n'a jamais gagné sans ce rassemblement, Monsieur Sportouche. Donc il va falloir le faire et il faudra mettre en place une procédure de désignation du candidat qui permettra de faire ce rassemblement. Vous n'excluez pas d'être candidate, Valérie Pécresse. Mais à ce stade, franchement... Mais vous ne l'excluez pas. Monsieur Sportouche, c'est une question qui ne se pose pas. Aujourd'hui, il y a 12 millions de Franciliens qui m'ont élu à la tête d'une région pour avoir des résultats. Ces 12 millions de Franciliens, comme les 65 millions de Français, doutent de la politique, ils doutent de notre engagement, ils doutent de notre passion à faire pour eux. Et bien moi, je veux faire pour eux et j'ai la passion de ma région. Alors, on va écouter Emmanuel Macron tout de suite, parce qu'il a eu un échange hier avec un Antillais qu'il a rencontré pendant son voyage, et c'était notamment à nouveau sur le chômage et retrouver un emploi. On écoute, on regarde le président de la République dans cet échange. Alors, s'il y a des patrons qui ne peuvent pas payer, c'est vrai que vous parlez de situations difficiles. Moi, ce que je vois simplement, c'est que dans plein de secteurs, j'ai des patrons qui me disent « j'arrive pas à embaucher ». Et je suis toujours aux côtés de ceux pour qui c'est pas facile, sinon je serais pas là et je me battrais pas chaque jour. Mais je veux pas, parce que c'est pas facile, que certains tombent dans la facilité. Et disent simplement « c'est l'État qui va me trouver un job et un avenir ». C'est pas vrai. Valérie Pécresse, est-ce que vous auriez pu dire exactement la même chose ? À la place qui est la mienne, je travaille sur la formation des demandeurs d'emploi. Et donc, mon travail aujourd'hui, et notamment la formation individuelle. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider tous ceux qui cherchent un emploi à en trouver un le plus près de chez eux possible. Et s'ils n'en trouvent pas, à essayer de les aiguiller vers des formations qui vont leur permettre de se reconvertir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de secteurs qui sont en demande d'emploi. Il faut aider. Mais on doit quand même les aider. Est-ce que c'est son style qui vous déplaît ou est-ce qu'il dit vrai sur le fond ou pas ? Il y a une part de vrai, il y a une part de vérité. Il y a aujourd'hui une inadéquation entre la formation et les métiers que cherchent les demandeurs d'emploi et l'offre d'emploi dans notre pays. Mais vous dites que c'est une question de formation, pas de volonté chez les demandeurs d'emploi. Je pense plusieurs choses. Je pense qu'il faut aller vers la dégressivité des allocations chômage. Et il faut y aller parce que aujourd'hui, avoir 18 mois d'allocation chômage pendant quel que soit le nombre d'années où on a travaillé. Vous êtes d'accord avec Laurent Philippe, le Premier ministre, qui jeudi proposait la dégressivité ? Je crois qu'il faut le faire, mais je crois qu'il faut moduler cette dégressivité en fonction du nombre d'années de cotisation. Pour moi, ça n'est pas la même chose. Pas uniquement pour les cadres sub. Non, évidemment non. D'accord. Pour tous. Mais en revanche, il faut le moduler en fonction du nombre d'années qu'on a passé dans l'emploi, parce que c'est pas la même chose de se retrouver au chômage au bout de 30 ans de cotisation ou au bout d'un an. Et moi, ce qui aujourd'hui m'inquiète, c'est le nombre de jeunes salariés qui laissent tomber leur travail au bout d'un an, au bout de 18 mois, et qui disent « j'ai droit à 18 mois de chômage ». Ça n'est pas possible. Donc il faut qu'on ait la dégressivité pour inciter à la reprise rapide d'emploi, et il faut que dans cette période des 6 mois, nous, qui sommes responsables de la formation et de la reconversion des salariés, on soit très présents pour aiguiller vers les métiers du numérique, vers les métiers du futur, vers les métiers des services à la personne, vers les métiers qui aujourd'hui sont en plein boom et qui cherchent à recruter. Valérie Pécresse, on passe à la seconde salve de questions des auditeurs et téléspectateurs. Le grand jury, question nette. Marie-Pierre Haddad. Oui, sur les réseaux sociaux, il y a une question qui revient souvent sur les transports et surtout à Paris. Quand est-ce qu'il y aura la circulation du métro toute la nuit à Paris? Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le métro... c'est assez impossible à mettre en place. Non, je vous explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métro, on l'entretient la nuit. C'est-à-dire que le métro, il roule jusqu'à 1h du matin, il réouvre très tôt le matin, donc on a quelques heures, 5-6 heures, 5 heures pour le réparer. Et vous savez aujourd'hui, malheureusement, que nos rails sont vétustes, que nous avons des gros problèmes d'entretien. Et donc, ouvrir la nuit
toutes les lignes. Aujourd'hui, ce serait radicalement impossible. Ça voudrait dire qu'il faudrait le fermer dans la journée C'est pour pas à cause des l'entretenir. taxis et des VTC aussi? Absolument pas, monsieur D'accord. Sportouche. Alors là, Bon, au moins, vous êtes absolument pas, c'est répondu. En revanche, si je pouvais effectivement faire tous les travaux d'entretien de manière uniquement en semaine, on pourrait peut-être envisager de l'ouvrir, peut-être par exemple le samedi soir. Mais la vérité, samedi soir, la c'est- vérité, d'accord. Toute la nuit, le samedi soir, peut-être d'ici la fin de votre mandat. à la région. vérité, attendez, pardon que je vous dise. La vérité, c'est que les bus aujourd'hui, ils roulent de 4h30 du matin jusqu'à 1h20 du matin. Ils roulent parce qu'il y a des franciliens qui vont travailler très tôt et qui rentrent très tard. Donc vous savez, la demande de transport la nuit, elle est très très largement satisfaite en Ile-de-France. Seconde question très importante sur la gratuité des transports, Oui. Marie-Pierre Haddad. Anne Hidalgo a posté un tweet il y a 3 jours où elle écrit « La gratuité des transports en commun offre des perspectives. Une étude est en cours pour mesurer sa faisabilité à Paris et en Ile-de-France. » Vous êtes contre cette gratuité, donc est-ce que c'est un bras de fer que vous engagez contre Anne Hidalgo là-dessus? Non, je crois qu'il faut dépassionner ce débat. Aujourd'hui, il y a des vraies bonnes idées, des fausses bonnes idées. J'ai demandé une étude à un certain nombre d'économistes et de spécialisés de transport indépendants. Elle va m'être remise et elle explique que la gratuité des transports serait profondément inadaptée à la situation de Paris. Pourquoi ? 8 lignes de métro saturées. Si vous faites de la gratuité, vous augmentez la saturation. Des lignes vétustes. Il faut de l'argent pour les entretenir. Et j'ai un seul chiffre à vous donner. Vous savez, les Français ne sont pas complètement idiots. S'il n'y a pas les voyageurs qui payent, il faudra que quelqu'un d'autre paye. Donc le contribuable. 3 milliards d'euros. Ça veut dire que si on faisait la gratuité des transports, 500 € d'augmentation des impôts par ménage l'année prochaine en Ile-de-France. 500 € d'augmentation des impôts par ménage. Toute dernière question, vous allez ouvrir les bandes d'arrêt d'urgence pour le covoiturage en 10 secondes, Valérie Pécresse. Oui, dans la loi Pacte, je souhaite que soit inscrite la possibilité de rouler sur toutes les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes pour développer le véhicule autonome. Nous devons être la première région du véhicule autonome, les transports en commun et le covoiturage pour changer la route, changer la voiture et en mettre fin aux embouteillages. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'était votre grand jury. Très bonne journée à tous, très belle semaine, à la semaine prochaine.